Le Wingmaster débrief de la semaine du dimanche, il est là. Salut à tous, salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, vous le savez, des fois contenu en live, des fois enregistré. C'est enregistré ce soir. Ce n'est pas pour ça que ça ne va pas être intéressant. Autrement dit, ça va être très intéressant, vous allez le voir. On va parler de matériel light, Jérôme, de monosurface en particulier, parce qu'on a un nouvel épisode dans Wingmaster qu'on propose à tous les abonnés, qui s'est rajouté automatiquement, qui parle de monosurface, où tu présentes les monosurfaces. C'est une nouvelle façon de voler, on va dire. Eh ben, les monosurfaces sont apparus il y a quelques années, c'est assez récent, on va dire, dans la pratique, et ça peut être une pratique à part entière parce que ça a amené des qualités de comportement ou des comportements un peu différents qui sont très sympas sur le gonflage, sur l'amortissement, etc. Donc c'est vraiment à prendre en compte, à connaître. Et voilà, dans le chapitre qu'on a fait, on montre surtout la monosurface, sur ce qu'on fait avec, comment ça fonctionne, comment on vole, etc. Et on va en reparler ce soir. On va en parler ce soir, on va en parler avec un invité qui est là, Nicolas Cochet de Air Design, et qui sera là dans quelques instants. Et puis il a un super cadeau à vous offrir également, donc restez avec nous, regardez cet épisode du Wingmaster Débrief parce qu'il y a une petite surprise pour vous à la fin de ce numéro. Juste pour vous rappeler avant qu'on commence et qu'on entre dans le vif du sujet, justement puisqu'on parle de la masterclass, allez voir sur le site wingmaster.top, notre masterclass, elle fait 24 épisodes, 14 heures de vidéo. On parle de toutes les techniques du parapente. C'est Jérôme qui vous montre comment lui il vole. Jérôme, l'idée c'est pas des tutos, c'est vraiment de s'approprier des techniques que toi tu pratiques. On vient de voir de la monosurface, il y a du cross, il y a toutes les pratiques. Tout à fait, c'est très varié. Ça va vraiment du débutant au pilote confirmé au crosseur, notamment avec le dernier épisode très complet sur le cross. Donc on voit, je montre en fait comment je vole, comment ma pratique a évolué, et je partage ça avec vous. Donc allez voir sur le site wingmaster.top, vous avez ce contenu gratuit sur la chaîne YouTube, bien évidemment que vous connaissez le Wingmaster Débrief, mais pour soutenir cette chaîne et ce qui nous permet de faire ces contenus gratuits, c'est aussi la masterclass, une encyclopédie du parapente. Vous avez toutes les infos sur wingmaster.top. Jérôme, entrons dans le vif du sujet et on va retrouver tout de suite Nicolas Cochet qui est avec nous ce soir. Salut Nicolas. Salut Seb, salut Jérôme, content d'être là avec vous. Bon, Nico, toi tu es le responsable de Air Design France, donc tu as pas mal de matos light, assez orienté sur le light et les monosurfaces, on va en parler. Peut-être Jérôme, nous expliquer, avant qu'on aille voir Nico, tu parlais de cette évolution du matériel, on trouve de plus en plus de matériel light, de matériel monosurface. Pourquoi c'est arrivé comme ça sur le marché ? Eh ben, je pense que c'est les concepteurs qui ont essayé des choses pour proposer des nouveaux produits, notamment en lien avec le kite, je pense que les monosurfaces. Et puis, en fait, dans le light, c'est très varié. En fait, ce soir, on va parler peut-être de quelque chose de plus précis, mais on a les voiles classiques en light qui existent depuis très longtemps, depuis le début du parapente, ou pour faire du marché-vol, en fait, tout simplement, voile classique en structure light, plus ou moins grande. Après, les surfaces ont diminué, les surfaces sont devenues un petit peu plus petites, toujours sur le light. Après est apparu les monosurfaces il y a quelques années. Nico nous dira quand, moi je m'en rappelle plus trop, mais voilà, les monosurfaces sont apparues toujours dans cette optique I can fly, avec du matériel très léger, très facile à manipuler. Et parallèlement à ça, on a aussi la performance qui c'est sur des voiles classiques avec du light, en fait, du performance et du matériel très très light, donc des voiles de moins environ à 2,5 kg pour des voiles de performance, des voiles de compétition. Et autour de ça, le matériel, les sellettes, les secours et tout, ont aussi évolué vers le light. Et ce soir, on va plus s'orienter sur, on va dire, la monosurface, parce que ça, c'est quelque chose qui, Nico nous en parlera, qui évolue, qui est en pleine évolution. C'est vrai que Air Design est devenu un des leaders avec des monosurfaces en biplace, pour le simple pilote aussi. Vous avez plusieurs modèles. Comment c'est arrivé cette spécialisation, et comment on est arrivé à du matériel de plus en plus light, Nico ? Là, c'est arrivé simplement par le désir des concepteurs et propriétaires d'Air Design de se faire des jouets qui étaient adaptés à leur pratique de la montagne. Ça vient vraiment de là. Chez nous, ça a commencé, comme disait Jérôme, en double surface, et puis rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait le moyen de faire voler des ailes monosurface, et donc de gagner énormément en poids et en encombrement. Jérôme t'en parlait,
nous, la première UFO, elle est arrivée, la première monosurface homologuée finalement en parapente, elle est arrivée en 2015, fin 2015, début 2016 si je me souviens bien. Nous, on s'est tout de suite dirigé sur des produits qui devaient être très accessibles pour pouvoir, dans la priorité, c'était vraiment un décollage facile, des conditions, des comportements en vol très très simples. Pour éventuellement voler sans parachute de secours quand on montait en courant léger par exemple. Et puis les technologies ont évolué, on a appris aussi à partir des premiers modèles, on a fait évoluer ces modèles-là pour arriver sur des modèles qui sont plus performants, j'allais dire, dans ce qu'on leur demande. Alors chez les différents constructeurs, ça a été différentes cibles. Certains sont allés vers de l'extrême léger, complètement radical, avec des monosurfaces ou des ailes qui font 1 kg et c'est juste complètement génial. Et d'autres sont restés sur des produits qui sont plutôt robustes, qui restent robustes, qui sont utilisables par la masse, j'allais dire, de pilotes, voire par tout débutants. Hein. Il me semble que Jérôme en parle dans votre épisode de master. Il y a de l'enseignement qui est fait, de l'apprentissage parapente qui est fait en monosurface. Parce qu'il y a une grande facilité d'utilisation qui est vraiment intéressante, même si on est un peu différent du comportement d'une double surface, mais ça permet d'appréhender le vol libre de manière très facile et ludique. Où on en est aujourd'hui, donc dans l'évolution, on est sur des ailes, quand je parlais de performance, on est un peu limité par rapport à des doubles surfaces, principalement en termes de vitesse et de pénétration dans le vent. On vole avec des plus petites surfaces parce qu'on a des très grosses portances, donc on garde des taux de chute intéressants, mais on n'avance pas bien, et c'est vers ça qu'on tend à aller chercher des ailes qui se comportent mieux dans le vent. On va se faire vers cette évolution-là, pas que chez AirDesign, chez tout le monde. Nous, on a décidé, par exemple, là dernièrement, on a introduit une nouvelle monosurface qui est plus performante que la précédente, qui est aussi plus légère, mais enfin que la précédente, que l'UFO 2, qui est notre référence. Mais on garde une gamme complète, comme tu disais, Seb, avec une monosurface d'accès à la pratique qui est l'UFO, une monosurface un peu plus performante, plus compacte, qui est la Ronin. Plus exigeante, c'est beaucoup dire, parce que c'est pas très exigeant, mais c'est plus réactif, donc pas forcément en toute petite taille à mettre dans les mains de pilotes débutants. Et puis un biplace, comme le disait Jérôme, il y a une évolution, il y a des produits différents, il n'y a pas une monosurface et tout le monde a une monosurface et tout le monde a la même. En fait, on commence à voir, et c'est le cas chez nous, des gammes de monosurfaces chez un fabricant. On n'est pas les seuls, hein. Je peux en citer d'autres qui ont des gammes de monosurface avec des très accessibles, des moins accessibles, des qui sont plus légères, des qui sont plus robustes, etc. Merci Nico pour cette présentation. C'est vrai que Jérôme, on a vu peut-être il y a quelques années, et peut-être c'est resté encore en mémoire de chez certains pilotes, la monosurface n'avait pas forcément bonne réputation, c'était peut-être une voile compliquée qui était, où il fallait certaines compétences. Ça a vraiment changé. Hein. Oui, ça a beaucoup évolué, heureusement, et puis ça continue à évoluer. Le truc, c'est quand il y a toujours des nouveaux produits qui arrivent, il y a les adeptes des nouveaux produits qui sont curieux, qui veulent essayer et tout, et d'autres qui vont plutôt être réfractaires à des nouveaux produits et tout. Voilà. Donc moi, je suis plutôt pour. Je suis assez curieux en fait des nouveaux produits, et surtout voir ce que ça amène comme type de vol, etc. C'est sûr que quand la monosurface arrive, le but c'est pas de concurrencer des voiles classiques, de faire les mêmes vols, etc. Mais ça amène quelque chose en plus de différent et qui peut être très intéressant pour un certain public et pour certaines activités, quoi. Comme le marché vol, voilà. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'imagine, et je vous pose la question à tous les deux. Là, j'imagine les pilotes qui sont derrière leur écran. On a des pilotes de plaine, on a des pilotes qui sont au bord de mer, etc. Ils vont peut-être se sentir frustrés parce qu'ils vont se dire les monosurfaces, c'est pour partir en montagne et descendre de la montagne. Nico, c'est un peu ça le principe de la monosurface, où dans les pilotes que tu as, il y a des gens de toute la France, où c'est plutôt vraiment en montagne. Alors, donc, globalement, c'est quand même plutôt vraiment en montagne, mais parce que le point de départ, c'est ça, c'est aussi de marcher avec un produit léger dans le dos, de monter en haut de la montagne, et puis de pouvoir redescendre à pied si on peut pas décoller, si les conditions sont pas bonnes, sans se dire qu'il faut porter un sac de 15 kilos. Là, si on monte avec un sac de 5 kilos et qu'on redescend à pied, on descend à pied, et on a fait une belle balade et on n'a pas perdu sa journée de toute façon, même si on n'a pas volé. Maintenant, j'allais dire, c'est presque réducteur de voir ça, et on voit des gens à la dune du Pilat se régaler avec leur monosurface. Alors d'abord, c'est toujours super simple de voler. Il y a ça d'autres avantages. C'est ce que j'ai fait. Hein. Moi, j'ai volé plusieurs heures en monosurface à la dune, c'est le bonheur.
À gonfler, c'est un peu compliqué parfois quand il y a du vent fort, mais après, c'est il y a des très sympa. techniques, mais ça, vous allez en parler dans l'épisode Exactement. Master. Jérôme, il sait bien faire ça. Donc, comme disait Jérôme, c'est un peu, la pratique peut être un peu différente, et puis l'approche technique peut être, il y a des différences qui sont intéressantes à noter pour s'adapter aux conditions, et rien n'est impossible plus en monosurface qu'en double surface, mais il y a des techniques particulières qui sont intéressantes à mettre en place parfois. Mais effectivement, la dune du Pilat, alors après, on peut, la dune du Pilat ou le vol en bord de mer, on peut voler avec une aile d'accro, on peut voler avec une Enzo, un gun on peut voler avec une monosurface, on aura des plaisirs différents, mais la monosurface aura toujours cette facilité d'utilisation en bord de mer qui est intéressante. Et quand comme souvent, quand on veut voler dans un vent un peu plus fort, on sera plus à l'aise avec une voile de plus petite taille. Mais ce qui est intéressant avec une monosurface, j'en avais les commentaires par des gens qui en ont vu à la dune ce printemps, une UFO 13, donc 13 mètres carrés, c'est tout petit, mais avec un pilote qui s'amusait aussi bien dans le vent fort quand les autres pouvaient plus sortir leur voile parce qu'elles étaient trop grandes, que dans le vent faible parce que la grande portance de l'aile lui permettait encore de voler. Et puis il pouvait jouer au sol avec une aile qui tenait toute seule au-dessus de sa tête dans 10 km de vent quand les autres n'arrivaient pas, en fait faisaient des ploufs, et lui il kitait, il jouait au sol. Donc ça donne une plage d'utilisation qui peut être différente, qui peut être plus grande ou différente, mais c'est pas inintéressant non plus, le vol en soaring dans le vent avec une monosurface. Jérôme? Et je dirais, je voulais rajouter que comme c'est nouveau, en fait, on a tendance à cloisonner la pratique. Et comme dit Nico, il faut pas, en fait, parce que c'est justement les pilotes qui vont utiliser, qui sont curieux parce qu'à un moment ils ont une monosurface dans la bagnole ou ils ont été se balader avec, qui vont se retrouver dans des configurations de vol qui ne pensaient pas au départ, et c'est ça qui va ouvrir la possibilité. Parce que si on voit par exemple des belles images de monopo dans du vent à la dune du Pilat, ça va tout de suite donner une autre image de la pratique. Je pense qu'il faut pas la cloisonner. Et c'est enfermer en fait la pratique dans un truc un peu monotâche, et c'est dommage. Il faut justement que tout le monde essaye un peu partout et dans des pays différents et tout, et ça ouvre des portes en fait. C'est ça qui est intéressant en fait. Et c'est nouveau. Et comme c'est nouveau, il faut du temps en fait pour que les pratiques. On sait qu'on a encore des choses. On voit les pratiques. Voilà. On commence à voir des monosurfaces utilisées en paramoteur par exemple. Tu parlais de plaine. C'est un super outil pour débuter le paramoteur aussi. Alors c'est pas le plus optimisé en termes de consommation parce que ça a des traînées importantes, etc. Ça va pas très vite. Mais par contre, la facilité d'utilisation, notamment en décollage par vent faible ou sans vent, fait que en décollage en paramoteur, ça devient ce qui est un point difficile en paramoteur, ça devient un jeu intéressant avec une monosurface. Je dis pas que c'est un outil fait pour le paramoteur, mais ça peut être utilisé là aussi. On va découvrir d'autres choses. Vous l'avez abordé tous les deux rapidement. L'apprentissage est aussi quelque chose d'important. On voit de plus en plus dans les Alpes des clubs, des pros qui proposent des semaines formation uniquement monosurface. Ça a l'air d'aller très vite. Moi, j'ai un ami qui s'est formé, qui effectivement a fait une dizaine de vols en 5 jours. C'est quelque chose d'incroyable qu'on ne fait pas en bisurface, Jérôme. Eh ben le truc, moi, mon avis, ça serait c'est un accès au vol libre qui est assez incroyable, la monosurface. Il y a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que moi, j'imagine bien quand on vient apprendre, quand on vient découvrir le parapente, qu'on attaque d'entrée par de la monosurface, parce que c'est plus facile, c'est plus confortable pour le moniteur aussi, pour toute l'équipe encadrante qui encadre ces stages. C'est beaucoup plus relax. On peut faire voler les gens un peu plus rapidement, on va dire dans le temps, parce qu'il y a plus d'amortissement en tangage, les gonflages sont plus faciles et tout. Et je trouve que l'avantage, c'est que ça va permettre sur des stages, par exemple, de 5 jours, des stages classiques de découverte, d'initiation, de mettre l'accent sur le volume, en fait, sur la répétition des vols, sur les décollages, les atterros, et je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Et à la suite de ce type de stage, permettre aux pilotes de s'orienter en fait soit vers des voiles classiques, soit de continuer sur la monosurface en fait, parce qu'après on va voir qu'il y a un peu des différences de comportement, etc. Et ce qui fait que il faut proposer aux pilotes après de s'orienter en fait. Mais le début, moi je trouve ça, quand moi j'encadre avec des monosurfaces, qu'est-ce que c'est relax quoi, pour moi. Et les gens sont extrêmement rapidement dans des situations de réussite, c'est-à-dire en 2-3 heures, les gens sont capables de gonfler une voile, de se déplacer, de préparer leur voile et tout, il y a tout ce qui va autour quoi. Ouais. Nico, je vois que tu as du matériel autour de... Ouais, vas-y, pardon, je te laisse reprendre. C'est
c'est quelque chose qui ressort souvent. On met les apprentis dans une situation de réussite très vite avec une monosurface. La gestion technique est extrêmement simple. Alors ça a des inconvénients dans la poursuite. Ça veut dire que, comme dit Jérôme, si on veut aller en double surface, il faut peut-être faire une adaptation aussi. Il faut comprendre. Mais pour la découverte du vol libre, c'est génial. En quelques heures, on sait soulever les pieds du sol, quoi. Donc ça c'est vraiment chouette. Ouais. Il y a des détracteurs de la monosurface pour l'apprentissage qui disent oui, mais les gens sont trop vite en l'air et donc ils vont être en danger. Mais il faut pas voir que ce côté-là, c'est-à-dire que en même temps que la pratique, l'utilisation de ce matériel et tout, il y a tout un message qui va avec. Et le but, c'est pas que les gens aillent voler rapidement et se mettent en danger, c'est qu'il y a un message avec. Et on leur dit bien après ces stages, c'est comme à la suite d'un stage classique. Il y a pas continuer à vous former, voler en air calme pour augmenter le volume de vol, etc. Donc, il y a le message qui va avec, parce que souvent on nous dit oui, vous foutez les pilotes se retrouvent tout de suite en l'air, ils savent pas faire, c'est dangereux. Mais il y a dans l'enseignement, il y a tout un paquet qui va avec le matériel, quoi. C'est pas, le but, c'est pas de faire comme avec la voile classique, c'est que le message est adapté, la progression, etc. Allez, messieurs, le temps défile. Il nous reste... Ouais, vas-y, Nico, je t'en prie. La contrepoids de cette réussite rapide, et cette mise en situation de réussite rapide, c'est effectivement que tu peux avoir des pilotes qui sortent au bout d'une semaine en croyant qu'ils savent voler. Alors que non, ils ont fait des vols 5 de plus que s'ils avaient fait un stage en double surface. Je dis des chiffres à la louche, au hasard, mais c'est pas pour ça que c'est des pilotes. Et c'est pas pour ça qu'ils ont compris les aérologiques. Voilà, donc il y a toujours ces précautions à prendre. Juste pour faire une analogie très rapide que un enseignant qui dirige une école qui travaille pour monosurface m'a donné et que j'ai trouvé assez intéressante, c'est quand tu apprends à faire de la moto, tu n'apprends pas sur un gros cube dès le début. Tu commences sur un scooter ou sur une mobilette. Et ben c'est un peu ça la monosurface. C'est l'outil facile pour toucher le vol libre, comme serait l'outil facile pour appréhender le deux roues. Allez, messieurs, il nous reste 5 minutes. Le temps défile très vite. Nico, est-ce que tu as une idée des gens qui achètent des monosurfaces? Est-ce que c'est souvent une seconde voile, une première voile, justement, on vient de parler de formation. Est-ce que tu as une idée des pilotes? Est-ce que c'est une voile complémentaire? Comment ça se passe quand on achète du matériel monosurface? Alors, ces formations, justement, elles ont un peu changé la donne. Et effectivement, on a vu beaucoup de gens qui se sont équipés, qui ont commencé à s'équiper en premier équipement en monosurface et qui ne volent qu'avec ça pendant une saison, 2 saisons, et peut-être toujours parce que finalement leur pratique c'est de redescendre de la montagne et de se faire plaisir dans des conditions calmes du matin. Donc là, c'est des gens qui n'auront que ça. Mais très souvent, il faut dire que même quand on apprend en monosurface, on se rend compte que les gens qui découvrent et qui pensaient qu'ils n'utiliseraient qui ne feraient que du vol montagne, ils se rendent compte que finalement de tenir un peu dans le thermique c'est sympa aussi, puis d'avancer un peu plus loin, d'aller découvrir là-bas aussi. Et du coup ils basculent assez régulièrement sur de la double surface. Après, une vraie évolution, quoi. Voilà, c'est en évolution. Après, on a 2 types de clientèle. On a ces clients-là qui s'équipent, leur premier équipement et leur équipement unique pendant peut-être une saison, 2 saisons, c'est la monosurface. Et puis on a beaucoup de gens qui ont déjà du matériel de cross par exemple et qui veulent pouvoir aller à l'automne en ce moment. C'est génial de monter avec un tout petit sac dans le dos et de redescendre avec une monosurface parce que ton aile de cross tu feras pas beaucoup plus de toute façon quand les conditions sont très stables et très faibles. Et là le plaisir c'est d'aller en montagne et de redescendre avec. Maintenant on peut très bien faire du thermique, on peut très bien faire des petits cross avec une monosurface. On n'a pas les mêmes performance. En thermique, ça marche très bien, une monosurface. Même on le voit dans l'épisode de Wingmaster consacré à ça, où Jérôme roule du thermique au milieu des voiles un peu plus perf, quoi. Exactement, ouais. Et donc, il n'y a pas de limite. On pourrait ne pratiquer que en monosurface. Mais voilà, globalement, je pense qu'on est à 50-50. Enfin, on a eu ça a été beaucoup de la deuxième voile jusqu'à ce que, il y a 3-4 ans, quelques écoles se mettent à faire de l'enseignement en monosurface et on voit que des pilotes se dédient à ça. Et on a des exemples de très bons pilotes maintenant qui sont en compétition sur des circuits Coupe du Monde qui ont commencé en monosurface pendant une saison, 2 saisons. Puis ils sont venus sur une double surface montagne parce qu'ils ont trouvé un peu plus de fun ou une pratique un peu différente aussi où ils ont plus pu jouer dans le vent. Puis finalement ils ont pris une aile de cross light et puis finalement ils sont maintenant
avec un gun en D et en Coupe du Monde ou en instance d'arrivée en Coupe du Monde. Donc ça, la monosurface n'est pas un canal à sens unique en fait. Bien sûr. Peut ouvrir plutôt un tremplin, ouais. Nico, comme il nous reste peu de temps, on voit que tu as plein de matériel autour de toi. Est-ce que tu peux nous montrer justement, pour des gens qui ne savent pas et peut-être qui n'ont pas encore investi dans Wingmaster, pour voir ce que Jérôme va leur montrer, ce que ça représente, le volume justement d'une monosurface, l'avantage de tout ce matériel light. Alors tu as des monosurfaces de différents volumes. Dans des sacs, mais voilà, ça c'est une UFO, donc je crois que c'est celle que vous utilisez dans l'épisode de Wingmaster. En gros, c'est entre 1,5 kg et 2 kg. C'est une aile construite avec des matériaux légers, mais qui reste très robuste. D'ailleurs, qui est beaucoup utilisée en enseignement aussi pour cette raison, parce que c'est robuste. Là, elle n'est pas comprimée, mais si je veux la mettre dans un fond de sac, je peux quand même encore la plier pas mal plus. Chez nous, on a donc ça, c'est finalement, on va dire, c'est notre ENA, notre aile d'accès à la pratique du parapente en monosurface. Ensuite, on peut aller sur des ailes qui sont beaucoup plus compactes et plus performantes aussi chez nous. Donc là, on est sur la Ronin ou Ronin, qui est on va dire le NB des monosurfaces chez nous, un peu plus rapide. Donc là, ce qu'on a cherché à avoir, c'est plus de rapidité, de réactivité, d'agrément de pilotage, on va dire, pour quelqu'un qui est plus doué. Typiquement, je parlais tout à l'heure d'un pilote de cross qui aurait une monosurface en deuxième aile, mais qui veut se faire plaisir en vol, il va trouver plus de fun dans cette aile-là, qui en plus est plus compacte, hein, on le voit bien. Donc voilà, qui nous agrandit la gamme. Et puis après, je peux vous montrer le biplace que vous avez peut-être montré, que vous montrez aussi dans l'épisode. Donc ça c'est un biplace monosurface, ça fait 2,8 kg. Là, j'ai pas parlé du poids de la Ronin, mais on est entre 1 kg et 1,4 kg suivant les tailles. La plus grande étant 18 mètres carrés, et on commence à 12 mètres carrés. Ici, on est sur un biplace, donc 30 mètres carrés. C'est petit pour un biplace, mais ça reste c'est une technologie monosurface avec des portances très très élevées pour des surfaces petites. Donc on est sur 30 mètres carrés, 2,8 kg. Donc vous imaginez dans un sac de 30 litres ou 30, allez, nous on a un sac de 38 litres avec 2 sellettes stream, et on part à deux découvrir la montagne, et on redescend tranquillement et en thermique, et on se balade aussi. Pour donner un exemple, ça c'est une Suzy 16, donc c'est une aile double surface de montagne, et ce biplace fait la taille d'une petite aile de montagne double surface. Donc voilà, un commentaire sur tout ce matériel là que tu vois sur ces tailles. J'ai un peu tout essayé. C'est vrai, ce qui est intéressant là, c'est les différences maintenant qu'on peut avoir. J'ai essayé la Ronin en toute petite. Il y a un côté très ludique avec un peu d'énergie et tout, et qu'on a moins sur l'UFO qui est plus accessible, plus amorti, et qui est très bien pour apprendre. Et le biplace, j'en ai fait un il y a, je crois, 3 semaines. On est monté à la Croix de Beldon, donc ça faisait une belle balade de 1800 mètres de dénivelé dans les cailloux et tout. On a fait un super vol en thermique et tout pour redescendre. Voilà, et ça, j'ai trouvé magique, ça gonfle tout seul, et c'est vraiment incroyable. Et en plus, on l'a amené, je pensais que c'était pas sûr que ça vole en fait. Et j'ai quand même pris le biplace, je me dis bon, c'est pas très lourd. J'avais 4,5 kg, je crois, sur le dos avec 2 sellettes légères. Donc, à 4,5 kg, je peux marcher 3 heures ou 4 heures sans problème. Ouais, sans fatigue. Ouais. Sans fatigue et voilà. Je me suis pas posé la question avant de partir, quoi. On parle des voiles, Nico, il y a aussi le reste du matériel qui va forcément avec le light, c'est les sellettes, tu avais peut-être des connects aussi, il y a tout le matériel aussi qui se décline autour de ça, hein. Il n'y a pas que la voile qui est légère. Ouais, exactement. Pour gagner du poids dans le sac, j'allais dire, on n'est pas obligé de passer à une aile de 1 kg. On peut aussi, si on a une aile pas trop lourde, s'intéresser à ce qu'on peut gagner en poids sur une sellette pour les vols tranquilles du matin en randonnée. On peut commencer par ça. On peut aussi commencer par ça, tout à fait. Une sellette classique, maintenant, ça va peser entre 2 et 5 kilos. Si on prend une sellette de ce type-là, qui fait 300 grammes, on a déjà largement allégé son sac sans même toucher à la voile. Donc là, on est sur une sellette qui fait 300 grammes, qui est costaud, qui est confortable, hein, qui permet de faire des vols enfin, ça m'est déjà arrivé de voler 2 heures avec ça. C'est pas aussi
confortable qu'une belle sellette avec planchette et mousse partout, mais c'est suffisamment. Enfin, ça c'est la nôtre, mais chez d'autres constructeurs c'est pareil, c'est suffisamment bien conçu pour épouser les formes du corps et du coup pour poser un appui confortable sans point de pression qui serait gênant, même sur des vols un peu plus longs. On peut le coupler avec un airbag. Là, j'ai dans ce petit sac, j'ai une sellette avec un airbag complet qui est homologué et qui est homologué même avec des très bons résultats. Quand je dépile, ça c'est juste l'airbag, mais voilà, on a 250 grammes de sellette, 250 grammes d'airbag, donc même si on veut voler protégé, c'est tout à fait possible. On peut coupler ça encore avec un secours qui fait 1 kg si on a vraiment envie d'avoir un secours. Et tout ça pour un sac qui va faire entre 5 et 7 kg quand on a pris de l'eau, quand on a pris le casque, quand on compte le poids du sac, etc. Donc, et on peut descendre jusqu'à un sac de, chez nous ou chez d'autres, 1,5 kg, en comptant le sac, la voile, la sellette. Si on part dans les produits les plus légers. Donc 1,5 kg, on peut imaginer que on n'a rien dans le dos, quoi. Et on peut faire de la montagne, on peut faire de la haute montagne aussi et gravir des choses. C'est exactement ça. Ce qu'on voit de plus en plus avec ces ailes très très compactes, c'est la partie le trail en montagne avec le sac. Et puis si l'opportunité se présente, je vais décoller de là ou pas. Et sinon j'aurais fait mon beau petit trail en montagne. Mais on a aussi le fond de sac d'alpinisme. Quand on a une aile de 1 kg ou 1,2 kg dans le fond du sac qui prend 5 litres ou 6 litres, on n'a pas pris beaucoup plus et on se donne la possibilité de pouvoir redescendre que si on n'avait pas pris de voile. Et on donne la possibilité, si les conditions le permettent, de redescendre en vol, en alpinisme ou en ski, par exemple, où ça se fait de plus en plus, c'est-à-dire de skier notamment en rando, mais avec une toute petite aile compacte au fond du sac, et de s'échapper, de skier la belle pente en haut, et puis qui finit dans une falaise ou sur un glacier, et de s'échapper de cette zone-là en volant. Ou de rentrer, de redescendre à pied en ski de rando les 600 mètres de dénivelé qui sont pas en effet, et de les redescendre en vol. C'est juste magique, quoi. Jérôme, ça ouvre des possibilités. Oui, j'allais dire après au niveau peut-être on n'a pas parlé des révisions en fait parce que ça c'est aussi une question des pilotes, c'est-à-dire que les révisions sont les mêmes en fait que le protocole de révision est les mêmes que sur des voiles classiques. Il y a vérifier le tissu, vérifier le suspentage, le calage, etc. C'est des trucs qui se font classiquement et que les ateliers de révision font quoi. Voilà. Mais est-ce que le matériel et le tissu, les matériaux utilisés, c'est différent? On parle souvent de fragilité. Il y a des gens qui hésitent à investir ou à prendre ce matériel en se disant mais si c'est light, c'est beaucoup plus compliqué à entretenir justement. Il faut faire vachement gaffe, etc. C'est quoi la tendance? Est-ce qu'il y a des matériaux complètement différents ou c'est la même chose? Les matériaux évoluent et sont même de mieux en mieux, mais cette histoire de le light c'est fragile, ça fait quand même 30 ans qu'il y a ce message-là, et pourtant ça fait 30 ans qu'il y a du light sur le marché et qu'on a tendance à alléger le matériel plutôt qu'à l'alourdir, donc ça marche très bien. Peut-être la manière de l'utiliser peut être un peu différente. C'est sûr qu'avec du matériel très très light, très léger, faire des heures de gonflage dans du vent, dans des terrains agressifs et tout, ça va plus abîmer le matériel qu'avec une voile classique, avec des grammages un petit peu plus gros, etc. Et encore, donc ça va être l'utilisation qu'on va en faire, la manière dont on prend soin de son matériel, quoi. Nico, il y a quand même sur le matos. Pardon, c'est vrai que je veux pas trop déborder, mais il y a aussi des constructions un peu différentes. Justement, on sait que une monosurface de 1 kg par rapport à une monosurface quand on fait une monosurface de 1 kg, on va vers l'extrême. Je n'ai rien contre les monosurfaces de 1 kg, d'ailleurs on en a aussi. Il faudra en prendre un petit peu plus soin qu'une UFO qui fait 1,6 kg et qui justement a été adaptée à l'enseignement parce que c'est solide. Donc sur une aile plus légère, peut-être qu'il faudra inspecter visuellement plus régulièrement son aile et s'assurer qu'il n'y a pas de micro-coupures, de choses comme ça dans le tissu. On a globalement des tissus qui sont des matériaux qui sont les mêmes que sur pas mal d'ailes qui sont très résistants. Le point le plus gênant quand on va vers des grammages de tissu très fins, si c'est juste pour parler du tissu, c'est qu'on est plus sensible à la déchirure.
Donc attention quand on décolle dans un pierrier. Mais ça va très bien avec les monosurfaces parce que on travaille avec des tissus plus fragiles, probablement à la déchirure quand on va vers des versions extrêmes, j'allais dire. Mais on n'est pas obligé de tirer, de bourriner force à voile pour la lever au-dessus de la tête non plus. On sait que c'est des ailes qui sont très légères et qu'une toute petite impulsion va permettre de la soulever. On voit que si ça accroche sur le moindre caillou, on la laisse retomber, on la replace correctement et on y retourne tranquillement. On peut être soigneux et délicat avec son matériel et il durera très très longtemps. On a des UFO. Nous, on a repassé, juste pour information, une UFO 1 donc de la première génération de 2016 en test en charge type homologation après 1200 vols dans les cailloux. On avait mis du ripstop sur quelques déchirures parce qu'elle avait quand même bien vécu. Elle était marron, hein, elle était plus blanche et elle a passé le test en charge de l'homologation. Donc suivant les constructions, on arrive à avoir des produits qui sont encore très très solides et très très durables. C'est ça qui est incroyable, et pour conclure, hein, Jérôme et Nico, ce sont des nouveaux, alors comme tu dis, des matériaux plus résistants, des nouveaux matériaux, de nouvelles pratiques, des voiles. On découvre vraiment un nouveau domaine. J'ai l'impression qu'on a ouvert un domaine de vol complètement différent là, ces dernières années. Et puis c'est les pilotes qui vont essayer des choses avec leur curiosité et tout. Donc c'est tout ce mélange, on va dire, transversal de tous les pilotes dans le monde entier qui utilisent ce genre de voile qui vont faire évoluer la pratique, qui vont avoir des demandes particulières. Les concepteurs sont aussi dessus. Donc et là, peut-être, comme dit Nico, aller voir des trucs qui vont plus vite, plus performants, etc. Voir ce comportement-là. Donc moi, je trouve ça intéressant, quoi. C'est quoi l'avenir, Nico? Est-ce qu'on a déjà quelque chose? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que les ingénieurs de chez Air Design, donc c'est une marque autrichienne, hein, dans leurs Alpes en Autriche, sont déjà en train de penser à d'autres matos encore plus légers? Est-ce que la tendance, ça va être encore vers du light? J'imagine que la monosurface égalera jamais la bisurface, mais comment tu vois le marché à venir? Alors, on n'arrête pas de penser, ça c'est sûr, et d'avoir des idées et d'avoir envie de les essayer. On les essaye pas toutes parce que sinon on deviendrait fou. On pourrait pas sortir des voiles commerciales non plus. Je pense que dans la légèreté, on n'ira pas plus loin pendant quelques années. Quand on est sur une monosurface de 1 kg, on est déjà sur un produit bien radical et on pourra pas aller en dessous. Et on est même, je le redis, c'est quand même des produits dont il faut prendre soin aussi, dont il faut avoir conscience de l'utilisation qu'on va faire. Donc non, on va plutôt, je pense, aller chercher de l'agrément et de la performance entre guillemets avec le limite qu'on aura sur ce type de profil là. Mais on n'est pas à chercher. Alors ça dépendra de tous les constructeurs, mais c'est ça qui est intéressant. Chacun aura ses propositions. Nous, on n'ira pas par exemple aller chercher des ailes plus allongées. On sait qu'on gagne beaucoup de performance en allongeant des monosurfaces parce que la traînée des monosurfaces c'est très importante. Donc plus on gagne en allongement et plus on gagne en performance. Mais plus on gagne, plus on rend les produits un peu plus difficiles d'accès. Nous, ça reste des produits qu'on veut qu'ils soient utilisables en montagne dans des conditions pas forcément faciles. On a grimpé longtemps, on est fatigué, le vent est travers, on est dans la neige, mais on veut quand même que ça décolle facilement. Donc on n'ira pas chercher de la performance pure en monosurface parce que comme tu le disais, je pense on aura des difficultés à aller chercher les doubles surfaces là-dessus. Voilà, on sait pourquoi c'est utilisable aujourd'hui. On sait, comme dit Jérôme, qu'il y a plein on va encore étendre ces champs d'utilisation, mais je pense que les monosurfaces resteront sur des utilisations spécifiques aussi. On ne fera pas des monosurfaces qui je pense que le but, c'est peut-être même pas de comparer, en fait. C'est peut-être une mauvaise manière de faire, de comparer avec les doubles surfaces. Non, c'est que la monosurface peut vivre toute seule de toutes ses possibilités. Le but, c'est pas toujours de comparer avec des voiles classiques, avec des doubles surfaces. C'est un autre produit, c'est un autre parapente, une autre forme de... Et dans les champs d'utilisation et les plaisirs qu'on peut prendre dans le ciel avec des produits un peu différents et des pratiques différentes, et c'est ça qui est chouette. Donc il y a beaucoup de types de produits différents. Le parapente, finalement, on parle du parapente, mais il y a tellement d'activités différentes à l'intérieur du parapente. Nous, sur surface, on apporte des facilités dans des pratiques spécifiques, et c'est chouette comme ça.
Merci messieurs, c'était vraiment hyper intéressant de découvrir ces produits, de voir un petit peu les perspectives et d'avoir toutes ces informations. Nicolas, avant qu'on se quitte, tu as une petite proposition à faire à nos amis pilotes qui nous regardent. On va vous faire un super cadeau et c'est AirDesign qui va le faire. On met en jeu, Nicolas, une petite récompense offerte par AirDesign. Alors voilà, ouais, j'ai montré ce slip, donc cette sellette de 250 grammes, on n'a pas parlé des connexes, puisque maintenant je l'ai sous les yeux, je vais pas en parler maintenant, c'est un peu tard, mais qui contribue à la légèreté et à la facilité d'utilisation de ce type de produit-là. Et ben, on est ravis d'offrir à Wingmaster et surtout aux pilotes ou à l'abonné Wingmaster qui participera à votre jeu. Un slip, cette sellette qui permettra déjà d'alléger beaucoup le poids de son sac et dans le confort et la facilité d'utilisation. C'est un super cadeau, Nico, c'est vraiment très gentil de la part de AirDesign. Donc pour participer au tirage au sort, ce que l'on fait, c'est que vous mettez dans les commentaires je veux gagner un slip d'AirDesign, dans le commentaire, non pas dans le chat que vous pouvez avoir pendant la diffusion de cette vidéo, donc c'est bien dans les commentaires. Vous avez une semaine jusqu'au prochain live pour participer et donc vous nous mettez bien je veux gagner un slip d'AirDesign et on tirera au sort parmi tous les commentaires que vous nous laisserez sous cette vidéo, eh bien un des pilotes qui remportera voilà le cadeau offert par AirDesign, cette super sellette hyper light, super slip. Le super slip, exactement. Voilà, parfait. Et bien voilà, donc participez, marquez ça, je veux gagner un slip d'AirDesign dans les commentaires. Profitez-en pour aller liker la page AirDesign sur Facebook également. Vous êtes sur les réseaux sociaux, hein, j'imagine, Nico, Facebook. On a une page AirDesign France et puis une page AirDesign globale. Il y a moyen de trouver pas mal d'infos là. Ouais. Profitez-en pour aller liker, aller voir le site, bien évidemment. On vous remercie et puis donc on vous offre ce super cadeau. Vous avez une semaine pour participer jusqu'au prochain live. On annoncera le gagnant dans le prochain live. Voilà toutes les infos. Merci Jérôme, merci Nicolas. C'était vraiment merci Nico. Plein d'infos. Et puis on vous dit à la prochaine et avec plaisir pour voler. Essayez les monosurfaces, c'est quand même top. C'est un super moyen de faire du parapente autrement, n'est-ce pas Jérôme, hein, c'est une sensation assez magique. Ouais. Et allez voir le nouvel épisode dans la masterclass Wingmaster où Jérôme vous présente tout le matériel light, vous montre comment on peut enrouler des thermiques et tous les incidents de vol, les descentes rapides et comment on atterrit magnifiquement avec une monosurface. Merci à tous les deux, à très vite, ciao.